Feel good about back to school with help from Whole Foods Market. Thanks to their high standards, you can keep banned food ingredients like high fructose corn syrup out of lunchboxes all year. Check out Whole Foods Market unmatched selection of allergen-friendly options for all kinds of special diets. Find what you need without dairy, gluten, nuts, or whatever you're trying to avoid. Get back to school ready at Whole Foods Market, in-store and online. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, it's Christy. And I'm Kelly. You might remember us as the OG partners in crime from Dance Moms. Well, this is Back to the Bar, the podcast where we drag out every insane, chaotic, and iconic moment from the show. We're spilling the tea, calling out all the BS, and sharing stuff you definitely didn't see on TV. New episodes drop every week, and yes, we're laughing through the drama. For once. Follow, grab a drink, and join us as we go back to the bar. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 3e édition de Un peu de crime dans ton café au Festipod. Oui. C'est pas tout à fait un tour du chapeau parce qu'on n'était pas là l'année passée, fait que c'est plus comme une palette de golf. C'est le chapeau qui est juste en avant pour les gens qui aiment avoir le top de tête croustillant. Là. Oui. Cette année, ça va être une édition un petit peu spéciale parce que, comme vous savez, Catherine est présentement en congé de maternité. Alors, Catherine va vous faire l'épisode d'aujourd'hui en entier, mais si vous êtes sage, j'ai un cadeau pour vous dans mes poches. OK? Alors, avant de laisser la parole à Catherine, je vais vous présenter le café d'aujourd'hui. Alors, le café d'aujourd'hui, c'est le Goth Rider. Yeah! Ça, c'est pour les vrais, là, tu sais. Ça, c'est pour quand tu te lèves le matin dans ton cercueil pis t'es comme... Yeah! Alors, ça dit Goth Rider Gasoline parce que c'est fait avec la sueur de Daddy Yankee, cette grande figure culturelle du début des années 2000. Il est immortalisé dans ce café. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que ça goûte le reggaeton, ça goûte ce café. Mm-hmm. Alors, c'est meilleur que ce qu'on pourrait penser aussi. On s'en doute pas, mais c'est très bon. Alors, sans plus attendre, moi, j'ai ma tasse de Eric Bruno et je vais laisser la parole à Catherine. Alors, Catherine, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui pour mettre un peu de crème dans nos... Je vois pas beaucoup de café dans la salle. Un peu de crème dans nos breuvages diversifiés. Ben, on est vieux, tu sais. Faut qu'on dorme un jour, fait qu'il est tard pour du café. Mais avant de commencer mon cas, je vais tester mes effets sonores. Alors, attention tout le monde, la crise de cœur. Peut-être que ça va venir ou pas. Je sais pas. Est-ce qu'on l'entend assez? Moi, je l'entends. Oh, c'est génial. Toi, tu l'entends assez. Oui, parce que je voulais avoir un soundboard d'effets sonores aujourd'hui parce que je vous parle de quelqu'un de vraiment impressionnant qu'on a surnommé le Rambo québécois. Et là, ça prenait justement le petit air horn pour célébrer à toutes les fois que Léo Major fait des prisonniers à lui tout seul, avec rien qu'un œil puis rien qu'un gun, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de cet homme inconnu, quasi inconnu, non mais on n'en parle pas assez, qui s'appelle Léo Major. On parle du mauvais Rambo québécois. Non, mais c'est pas de lui que je parle. Ouais, non, qu'on ne mentionne pas. Non. On le salue. Oui. Parce qu'il fait peur en est. Oui, c'est ça. Ce sera donc une histoire de Deuxième Guerre mondiale qui va vous faire demander quel est le crime. C'est une question, nos fidèles auditeurs et auditrices, qu'on se pose souvent. On le sait bien. Et donc, je voudrais vous demander d'applaudir mon père qui se trouve dans la salle ce soir et qui est le premier à m'avoir demandé quel est le crime. Mais donc, c'est le premier à m'avoir demandé quel est le crime et à m'avoir poussé dans cette quête infinie pour trouver des histoires où il n'y a pas vraiment de crime, mais c'est donc ben intéressant. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un homme qui s'appelle Léo Major et qui est un soldat canadien pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-tu clair? Oui. OK, parfait. Donc, ma source principale, puisque c'est important de citer ces sources, je n'ai pas inventé cette histoire qui semble fabriquée du début à la fin, je vous le promets. Et mon article principal était rédigé par le fils de Léo Major. Fait que vous savez déjà qu'il meurt pas pendant la guerre.
Fait que ça c'est évacué. Spoiler alert. Mais donc, c'est son fils qui a écrit un article sur lui. A-t-il embelli la vie et les exploits de son père? Peut-être. Mais j'avais d'autres sources aussi. Et si vous voulez les connaître, vous pourrez venir me voir à la table en arrière là-bas où est-ce qu'on va vendre des tasses Et après notre débattre. show. Et débattre d'histoire. Ouais. Alors, Audrey, es-tu prête à mettre un petit peu de... Je suis prête! Ah, ça n'a même pas fait assez de whoop. C'était juste un... Donc, Léo Major est le fils d'Achille Major et d'Amanda Sévigny, qui étaient des franco-américains ou franco-canadiens. J'ai vu les deux. Ah. Mais comme ils venaient pas de la France. C'est Bon. ça qui compte. Moi, je pense que c'était des Canadiens. Oui, c'est ça qui est important, effectivement. C'est ça l'important. Léo Major, il est né dans la ville de New Bedford, au Massachusetts, parce que son père travaille pour le CN et qu'il est dans une assignation aux États-Unis au moment où il vient au monde. C'est un bel État. Donc, Léo Major est né le 23 janvier 1921 à New Bedford, au Massachusetts, et après lui, sa mère va avoir 13 autres enfants. Là, Oui. méchant party de Noël. Elle devait être tannée en sacrement, cette pauvre dame. T'as un orange puis tu vas fermer ta gueule. Oui. Mais non, même pas une orange. Es-tu malade? Ouais. Je la garde pour moi, l'orange. En tout cas. Je l'ai mérité, j'ai eu 13 enfants. Bon. Mais quand Léo a moins d'1 an, il déménage du American Dream en direct à Montréal. Je trouve que c'est mieux, mais bon. Oui. Leur premier logement se situe au 1351 des Érables. On pourrait aller faire un pèlerinage là-bas si ça vous tente. Et ensuite, il déménage au... Pourquoi c'est disponible, ces informations-là? C'est ça que je me demande. Pour Mais... faire un pèlerinage à travers Crime. Oui, c'est ça. Et ensuite, il déménage au 4389 de Chambord et puis quelque part sur la rue Frontenac parce que là, ils ont décidé, les biographes, de plus donner son adresse. On était fatigués, là. Léo... Du dodo. Oui, c'est tout. La BNQ fermée. Hey, sa vie était déjà assez longue de même, là, on n'était pas pour... bon. Donc, Léo, le petit bonhomme Léo, il a une enfance rough de petit gars de son temps. Son père est toujours parti travailler, mais quand il est à la maison, il n'est pas super de bonne humeur, et il... Exactement! Et ça arrive qu'il distribue des taloches à tout vent dans sa maison, parce que c'est comme ça qu'on faisait les adultes dans le temps. Non, les claques ne se perdaient pas dans la maison de Léo Major. À portée de main, littéralement. Oui! Mais quand t'en as 14 dans un 3,5, tu sais, tes enfants sont toujours à portée de main. Oui. Donc, il y a aussi des insultes à profusion chez eux, et son père lui dit un jour qu'il n'est qu'un paresseux, une mauviette et un peureux qui ne pourra jamais réussir dans le monde compétitif d'aujourd'hui. Fait qu'il était vraiment dans le hustle culture avant le temps, le Achille Major. Grind. Et finalement, ben Léo va prouver que c'était pas vrai pantoute, puis il n'a peur de rien. Mais en parallèle de sa vie familiale pas belle fun, Léo a quand même un avantage sur comme le reste de la société. Il bénéficie d'une éducation bilingue. Wow. Oh, il est donc un Canadien-Français qui parle aussi l'anglais, ce qui était comme beaucoup plus que tous les Canadiens anglais qui ne parlaient pas français de l'époque. Ouais, mais c'est encore comme ça. Je m'excuse, je l'ai dit dans un micro. Oh, c'est correct, c'est notre micro. Et donc, il étudie à l'école anglophone jusqu'à l'âge de 14 ans, ce qui est comme plus que ma grand-mère. Et ça va lui constituer un grand avantage dans sa future carrière militaire dont je vais finir par vous parler à un moment donné, inquiétez-vous pas. Et quand il a 14 ans, Léo se chicane avec son père. Ben là, je me demande pourquoi. Mais c'est son père qui lui tapoche puis qui l'insulte à tour de bras. Ah! Et Léo dit, je vais aller faire ma vie avec ma tante et mon oncle. Et il va donc vivre chez sa tante et son oncle, chez qui il va résider jusqu'à ce qu'il soit un jeune adulte et qu'il parte péter des gueules en Allemagne. J'espère que l'Allemagne est prête. Ouais, ben c'est l'Europe avant qu'ils se rendent. Mais éventuellement. Fun fact, son oncle et sa tante sont Annie Matt et Émile Major, qui sont les parents d'Aimé Major, qui était apparemment un chanteur et acteur québécois. Oh, génial! Je sais, c'est incroyable, mais j'ai pas réussi à trouver de belles chansons à vous chanter pour faire honneur à la carrière d'Aimé Major. Alors, le fun fact se termine ici. Anyway, de retour à Léo. Il va vivre sur une ferme, probablement la ferme ta gueule du con. Bon, voilà, c'est ma blague que je fais à toutes les fois. Oui. Et sur la ferme, il travaille comme agriculteur pour une famille qui n'a pas d'enfants, donc qui n'a pas de cheap labor ou d'esclavagisme dans sa maison. Et puis là, tout à coup, il trouve vraiment sa vocation. Le jour où il a 17 ans et qu'il devient dynamiteur pour la gare centrale de Montréal qui est en train de se faire construire. Et c'est là qu'il apprend qu'il aime ça, les jobs dangereux et difficiles et aussi... Mon Dieu. Des explosions. Pour lui, il aurait pu être dans Fast and Furious.
Il aurait vraiment pu. Il aurait trippé. Il aurait vraiment adoré ça. Notre Et un aussi, semi-remorque. les salles de démolition, ça aurait été son genre. Oh oui. Fait que, il devient dynamiteur de trous, et puis là, tout à coup, c'est la guerre. Oh non. Je sais, ça te scrape une carrière Ça de te scrape une fin de dynamiteur de semaine. trous dans le chantier de la gare de Montréal. Et donc, en juillet 1940, il a 19 ans et il s'enrôle, et il est affecté au 22, qui était le surnom du Royal 22e Régiment. Ah, d'accord. Et là, il va faire son entraînement à Valcartier, mais par contre, il demande rapidement à être réaffecté dans le régiment de la Chaudière. Le village Valcartier. Ouais. Non, il était pas en vacances, il était en entraînement militaire. T'as-tu écouté ce que j'ai dit, Non, tabernacle? non, mais tu pratiques avec un gun en descendant dans les glissades d'eau. Oui. C'est tout un challenge. là. T'essaies de tirer sur les tripes sur Ah, la mais c'est le rivière même, là, c'est comme, Amazou. oui! Voilà. Mais il faut que tu vives. Mais donc, Léo n'a pas de fun. Et il demande à être transféré dans le régiment de la Chaudière. Il y a pas qui de est fun un au village régiment- vacances Valcartier. Non. Comme la plupart des gens qui vont au village vacances Valcartier, j'imagine. Ouais. OK. Donc, il est Tout réaffecté. Granby for life. C'est Ok. moi qui est pas sage. Non, c'est correct. Donc, il est réaffecté dans un autre régiment parce qu'il apprend que ce régiment-là va être déployé avant le Royal 22e. Fait qu'il est comme, moi, je suis pressé Moi, d'aller je suis tuer prêt, du là. monde. Sans faire de petit niaisage. Voilà. Et son transfert est accepté. Lui, il jouit justement d'un avantage immense qu'est le bilinguisme. Ouais. Alors, il se fait transférer et il fait son entraînement militaire. Il finit son entraînement militaire au village vacances Valcartier, Oui. sur la petite crique magique, Oui. avec le régiment de la Chaudière, et il devient un spécialiste de 3 affaires. Attention. Le tir de précision, la reconnaissance et Ah, il pratique. les opérations commando. Oh! Il est donc... Gratefulness. il ne porte donc jamais de sous-vêtements, j'imagine. Oh! Et il est à l'instar des stars, ça se dit bien ça, de Ah. Broadway, un triple threat. Mais au lieu de chanter, danser, acter, lui, il pète des gueules. Pas de bobette. Sans bobette, exactement. J'avoue que ça fait peur, un gars pas de bobette. C'est peut-être plus confortable pour lui, on sait pas. Écoute, Avec le régiment de la Chaudière, Appalaches, il quitte le continent américain à bord du SS Strathmore en 1941, et la traversée dure 8 jours, et là, il se ramasse en Angleterre, où est-ce que tous les alliés étaient parqués jusqu'à... ah, mais lui, il avait fait la rivière de Trip dans l'imp... Ça n'impressionnait pas le débarquement de Normandie. Non. OK. Donc, il va attendre là Ça jusqu'au bien. débarquement de Normandie et faire son entraînement à Aldershot, que ça s'appelait. Oh là là. Où il va se lier d'amitié avec un gars qui a le nom vraiment très québécois de Willie Arsenault. Fait que Willie Arsenault, là, Mais- c'est des gars de 19 ans, là. Fait qu'on, bon. Ah. Willie Arsenault est un autre French Frog qui va devenir très important dans l'histoire et qui ressemblait vaguement à Julien Corriveau des Appendices. Ah. Mais j'ai pas trouvé de comparaison pour la face de Léo Major. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui fit avec toutes les descriptions que j'ai faites jusqu'à date. Par contre, n'allez pas vous imaginer que Léo fait juste travailler tout le temps, tu sais. Non. Non, c'est un bon Jack Ouh de là 20 là. ans qui sait avoir du fun. Oh là là. Et dans son temps libre, pour changer de courir, pas de bobette dans un champ plein de boîtes puis tirer du gun, il fait de la boxe. Toujours pas de bobette. Oui, mais sinon, il est all about the grind et un hashtag boyboss qui fait son training militaire 6 jours sur 7, sauf sans doute le jour du Seigneur, Le où jour il du fait Seigneur. de la boxe. Et jusqu'à la tombée de la nuit, 50 semaines par année, voilà. Oh là là. Alors, c'est là que ça vire le fun, cette histoire. Parce C'est que déjà le fun. il est déployé sur, merci, le continent européen, un jour quelconque vraiment random, pas important, qui est le 6 juin 1944, qui est le jour J. D-Day. D-Day. Mais, ça sonne mieux que jour J, comme. Et donc, Plus fatal. pour citer Winston Churchill, on va se battre sur les plages, on va se battre dans les champs, je lâche pas. Et Lâche pas. les Canadiens français ont vraiment bien incarné ça au jour de le J, où ils ont débarqué sur la plage Juno, qui était l'endroit où les Canadiens se faisaient pitcher. Nous autres, on avait juste le droit d'avoir une plage, les Américains en avaient comme 3, mais comme whatever, c'est correct, je suis pas jalouse. On n'avait pas notre place au soleil. Non, on ne l'avait pas. Et donc, le régiment de la Chaudière débarque en barque. Non, pas vraiment, mais il débarque dans une grosse barque blindée.
C'est un bateau où tout le monde est en train de chier dans son froc parce qu'ils sont tous comme très bas pour pas se faire tirer dans le front, bien sûr, il y a une raison pour ça. Mais à cause de ça, ben, ils voient pas ce qui se passe, ils font juste entendre les tirs. Et l'anxiété monte, et il y a du monde qui vomisse partout, et Léo, pendant ce temps-là, lui... Qu'est-ce qu'on s'en va faire là-bas? Il y a du fun au bout. Et il encourage les autres avant de se faire pitcher sur la plage, et plus tard, il va raconter à son fils. « Je me souviens de tout à partir de ce jour. C'est que la mer était sauvage, comme l'enfer. » La mer est sauvage. Et la péniche de débarquement était ballottée en tous sens. L'acier du pont était glissant sous toutes les vomissures. Je me souviens de Larry Casey. Il avait le teint vert tant il avait vomi. Il était d'humeur massacrante. Avec raison, il venait de vomir. Il était effrayé. Il m'a dit « On va tous y passer, Léo! On va sauter sur une maudite mine! En plus, les autres régiments débarquent avec des tanks, puis nous autres, on a juste un bulldozer! Nous autres, on est à pied! Puis on a même pas de culotte et on va se faire massacrer! » Et je lui ai répondu « Relax, Larry. T'as une mitraillette. Tu vas être correct. On a un bulldozer, alors que les autres ont juste des tanks. Faut que tu changes ta perception. Voilà. Perception, namasté. Non, mais il a sérieusement raconté ça à son fils. C'est ce qu'il disait. Je lui ai dit tout ça en souriant pour lui redonner confiance. Cela a fonctionné, a-t-il conclu. Ah! J'en doute un peu, mais donc Léo et l'effort. Larry, qui est en train de chier dans son froc, font partie des troupes de réserve transitoires. Ils arrivent donc sur la plage vers 10 heures, fait après le dit débarquement, pour aider tout le monde qui est mort sur la plage. Mourir. Ouais. C'est le fun au bout, et c'est ça. Donc, ils vont aider les gens qui ont été chippés plus tôt et qui se sont fait littéralement dépecer par les tirs allemands. Yeah. Mais le régiment de la Chaudière s'en tire quand même bien. Ils arrivent là, puis c'est comme c'est pas si pire, ils trouvent un bon spot là, pour mettre leur tente, puis ils sont pas trop tirés dessus. Là, ils font du camping. Ils font du camping là-bas, ils ont promené leur sauvage pas poêle, puis tout ça. Puis là, ils constatent que les Queen's Own Rifles of Canada, ça fait super assez royal ça, ils sont pognés sur la plage à découvert total à cause d'un maudit nid de mitrailleuses. Oh. Oui, ça c'est comme un nid d'oiseau maintenant. Et là, n'écoutant que leur courage, Léo, qui a comme pas l'air conscient de ce qui se passe là, jusqu'à date, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais donc Léo et 5 hommes, dont Larry Casey qui est en train de chier dans son froc, se faufilent vers le bunker de nid de mitrailleuse, et puis ils pitchent ce qu'on appelle une mine Bangalore. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais tout explose. Ah, d'accord. Et là, après, le bulldozer canadien arrive et ils font plein de prisonniers, genre une douzaine. Et au lieu d'être vraiment chill et reconnaissants, les gars du Queen's Own Rifles sont en beau joie le vert. Et il y a un sergent qui veut tirer dans le tas des prisonniers allemands. Puis Léo lui dit « Wow, regarde, c'est plus des soldats nazis maintenant. Ce sont des prisonniers. Ce sont nos invités, comme dans La Belle et la Bête. On va leur faire un banquet. » Non, mais oui. Mais non, c'est des prisonniers de guerre. On peut pas juste tirer ces prisonniers de guerre. Non. Et les gars de la Chaudière renchérissent et les maudits tapons du Queen's Own Rifles les traitent de goddamn French frogs. Puis je trouve que, tu sais, là, that's rich coming from you, le gars qui est en train de comme, mourir, paniquer sa vie sur la plage il y a 2 minutes, tu viens de te faire sauver, le calme-toi. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi, Audrey, qu'on était des French frogs? On l'est encore. Non, dis-le-moi. C'est à cause des cuisses de grenouilles dans les buffets chinois. Non, pas dans les buffets chinois, mais c'est vraiment à cause des Français qui mangeaient des cuisses de grenouilles. C'est vraiment pour ça qu'ils nous appelaient des grenouilles. Ah, d'accord. Fait que c'était une insulte. Mais on peut se la réapproprier puis manger des cuisses de grenouilles dans tous les bons buffets chinois tous les jours. Exactement. Dans le même après-midi, on est encore à D-Day, parce que pourquoi pas, Léo et un autre dude sont comme, ouais, nous autres, ça va super bien, on va repartir faire une autre mission derrière les lignes ennemies, mission de reconnaissance. Ils doivent trouver la... des side quests. Oui. On va booster notre XP. Ils ont enclenché leur premier side quest, puis là, ils sont partis, puis leur objectif, c'est trouver la position des unités allemandes. On va chercher du loot. Et leur force et leurs armements. Oui. Est-ce que c'est ça qu'il va faire, notre Léo? Parce que pendant la mission, Léo voit un Hanomag SD Kaffel, qui veut dire un Hanomag Sonderkraftfahrzeug, du numéro 251, paraît que c'est important, qui est une espèce de mini-char blindé à moitié chenillé, à moitié roue, muni d'un canon de 75 mm, ce qui est beaucoup de millimètres.
Là, il est bien excité quand il voit ça. Fait que là, Léo puis son chummy soldat, ils se cachent dans un buisson pour le regarder passer. Puis ils sont comme, et là, il remarque que le Zonderkraft Warzorg 251, il est tout seul. Il n'y a pas de troupe à pied pour l'accompagner. Alors, il décide que... Non! Exactement. Je le vois, je le veux, c'est à moi. Fait que là, il se pitch dessus. Léo tire le conducteur dans l'épaule, parce que, tu sais, ça prend quelqu'un pour conduire cette affaire-là jusqu'aux lignes, tu sais, des Alliés. Et là, l'autre soldat, l'autre éclaireur, il snipe le mitrailleur. Il y a un autre soldat dans le Sonderkraft Warzorg Patentagos, et lui et le chauffeur sont comme, c'est correct. On se rend. C'est beau. On va vous remettre notre Hanomag. On va vous remettre les clés. Ils sont à 5 km. Maintenant, le conducteur est encore là. Il va conduire le char jusqu'aux Alliés. Ils vont faire un liste. Ma guerre se termine ici. Faites-moi prisonnier gentil, French Frog. Et là, ils sont à 5 km. Puis là, en chemin, ils roulent. Puis là, ils croisent une division canadienne-anglaise. Allô, les gars. Puis là, ils leur racontent ce qu'on a fait. Hey, check ça, on a kidnappé ça. Ben, on a kidnappé ça. On a fait prisonnier ça. Ils l'ont pas kidnappé. En tout cas. On l'a pris, c'est à nous autres maintenant. Puis là, il y a comme le conducteur qui est en train de mourir au bout de son sang parce que, tu sais, il a été tiré dans l'épaule. Fait que les Canadiens anglais sont comme, waouh, on devrait peut-être l'aider. C'est ça. Fait que là, Léo, il avait pas pensé à ça, mais c'est correct, c'est un bien bon Jack. Et là, Léo et l'autre éclaireur sont accueillis en héros et ils finissent par retrouver le régiment de la Chaudière. Et là, le commandant en chef du bataillon demande à Léo de lui céder le véhicule, c'est de surrender le Hanomag. Et là, Léo lui répond « No way, José, t'es qui, toi? Non, je veux céder à mon propre chef, le major Gustave Tachereau, qui est un Québécois, puis toi, t'es un anglophone, mange de la chenaille. » Et je puis l'ai finalement... liché, il est à moi. Oui. Ça goûtait pas bon, j'ai souffert pour ça, c'était à moi. Ça goûtait le barbecue, mais moins bon. J'espère que ça goûtait pas le barbecue pour vrai. Et puis finalement, le Hanomag est cédé au major Gustave Tachereau et non pas à l'autre gars, là. Je veux dire, c'était juste le chef du bataillon, comme... Arrange-toi, tu vas en avoir un autre fois, là. Et, as it turns out, le Hanomag contenait des transmetteurs sans fil et des livres de codes secrets pour les communications cryptées des nazis. Alors, par hasard, c'était un très bon coup pour Léo, mais aussi un excellent coup pour les Alliés. Et on veut que les Alliés gagnent la guerre, c'est pour eux autres qu'on route dans cette histoire. Des fois, il faut qu'on le rappelle aux États. C'est important de le rappeler ce soir. Hitler ne gagne pas. Oui. Et l'histoire est déjà dans le passé. Bon. Exactement. Donc, tout ne peut pas bien aller tout le temps, malheureusement. Et là, le 24 juin 1944, Léo et 4 autres doudes vont faire de la reconnaissance pendant la bataille de Caen. Caen. Ah ouais, on va, ma belle, on va battre les Allemands. Yes. Et ils arrivent face à face avec... bûcher des boches. Bûcher des boches. Ben oui, des boches. Oui, j'aime vraiment ça. Oui. Et donc, ils s'en vont à Caen chanter Embarque ma belle, et ils arrivent face à face avec les top G de l'armée allemande, qui est la patrouille de la Panzer Division SS Liebstandarte SS Adolf Hitler. Ils s'appellent tous Gunther. Il y a 2 fois SS dans le nom, puis ils s'appellent tous Gunther. Fait qu'on le sait que c'est des vrais méchants. Ouais. La patrouille ennemie est aussi composée de 5 gars. Fait que là, ils sont 5 contre 5, et le combat de Mortal Kombat peut commencer. Oh là là! S'ensuit une escarmouche durant laquelle 4 des 5 SS se font tuer d'une shot par les Canadiens qui tiraient apparemment vraiment mieux que les Allemands. Et le 5e, mortellement blessé comme un véritable kamikaze, pitch une grenade au phosphore vers les braves Canadiens français. Dans l'explosion, Léo Major est blessé. Il est transporté à l'hôpital de campagne où le médecin lui dit « Mon chum, ta guerre est finie parce que ton œil gauche est fini aussi, by the way. » Pour vrai, il perd son œil. Et là, le Léo Major, avec rien qu'un œil maintenant comme ça, lui répond, mais j'ai pas besoin de mon œil gauche pour faire du tir de précision, parce que... j'ai ces 2 guns! Non, parce que contrairement au d'autres des Olympiques qui a gagné la médaille d'argent, t'es censé fermer un œil quand tu tires. Ben, c'est ça. Il aurait fermé le gauche de toute façon, fait qu'il dit, moi, il m'a continué à tirer du gun, ma guerre est pas finie, et il refuse catégoriquement d'être évacué vers l'Angleterre. Et là, le médecin, qui avait sûrement d'autres choses à faire, il était comme, si tu veux rester ici, vas-y fort. Il finit par lui faire un bandage, et c'est comme ça que Léo Major va passer le reste de la guerre et de sa vie, je crée bien, avec une patch sur l'œil gauche, comme un pirate. Yeah. De son propre aveu, Léo trouve ça pas mal cool d'avoir l'air d'un pirate. Et bien sûr, ce nouvel accoutrement ne sera pas sans faire crissement peur aux Allemands.
C'est un Québécois craqué mental qui snipe avec juste un œil. Oui, et pas de bobette. Rappelons ce détail. Mais ça, ils savent pas encore. Et puis là arrive la tristement fameuse bataille de l'Escaut, qui fait partie de la grande opération Market Garden. Qui choisit le nom des opérations militaires, je me le demande? Je sais pas, ça sonne comme quelque chose que je bois du thé puis porter. C'est ça. C'est comme le marché de Noël, mais il n'y a pas de vin aux épices. Mais donc, dans la nuit du 30 au 31 octobre, les soldats canadiens ne passent pas l'Halloween, mais Léo est envoyé faire de la reconnaissance tout seul, avec un œil, sur le territoire ennemi. Pourquoi il l'a envoyé tout seul, tabernacle? Il fait la job. Et lui, ce qu'il veut faire avec sa reconnaissance, c'est retrouver 50 soldats anglais qui ont été envoyés en patrouille, puis on les a pu retrouver après. Donc, ça devrait pas être si difficile que ça. À trouver, ils sont 50. Voilà. En chemin, il croise 2 soldats allemands random qui marchaient sur le bord d'une digue. Et là, Léo leur aurait dit, en anglais bien sûr pour qu'ils comprennent, pas en beau français comme je vais le faire maintenant, « Je suis tout trempe et j'ai frette et c'est à cause de vous, vous allez payer bande de sales. » Alors, Léo prend un des 2 gars en otage et tire l'autre, mais juste parce que celui-ci essayait d'utiliser son gun et n'avait pas eu la jugeote d'abandonner de résultat. Et ensuite, avec le soldat capturé, Léo s'en va vers une unité d'Allemands dans le but de capturer son commandant, parce que pourquoi pas. Et puis, le pire, c'est que ça fonctionne. Il arrive là-bas, il tire 3-4 gars, tout le monde le regarde en silence, puis ils sont comme « OK, on va venir avec toi d'abord, si tu veux. » Partons maintenant. Et il a pas retrouvé les 50 Canadiens, mais il escorte la garnison vers les lignes canadiennes. Puis là, ils se font tirer dessus par des Allemands qui ont compris ce qui se passe, puis qui ont décidé de tirer leurs propres gars juste parce qu'ils sont en train d'abandonner puis de surrender aux maudits Canadiens. Oh là là. Et là, Léo, il fait juste... il est un petit peu inconvenience par ça, c'est un peu dérangeant quand même, là. Fait qu'il flague un tank allié, un M4 Sherman pour les fans de tank dans la salle, et il lui demande de juste tirer dans le tas sur les maudits Allemands qui sont en train de tirer sur ses prisonniers, là. Bon, crissez-nous patience, 2 minutes! Et donc, Léo Major revient au régiment de la Chaudière avec 93 prisonniers allemands. Et pour cette action, il n'a pas trouvé les 50 Canadiens anglais, là. En tout cas, on y en reparlera plus jamais de ça. C'est plate. Un moment de silence pour eux. Voilà. Donc, Léo revient avec ses 93 prisonniers, et pour cette action, on décide de lui décerner une médaille de bravoure, la Distinguished Conduct Medal, qu'il refuse parce qu'il n'aime pas le dude qui est censé lui remettre, qui est... C'est juste le général, c'est General Montgomery, puis Léo, il est comme c'est un incompétent, je veux pas recevoir sa maudite médaille. I mean, OK, parfait, continue à faire ton affaire, là. Parle-moi Puis de là, ça, un gars avec des valeurs. tout d'un coup, on est rendu le 27 février 1945, et la guerre achève, parce que bientôt, Hitler va se suicider, ou peut-être se sauver quelque part en Argentine, non, on sait pas. Non, c'est une blague, il n'a pas fait ça, il s'est tué. Et donc, on est en Hollande, qui est aujourd'hui les Pays-Bas. Et Léo Major, il aide le Padre Delcourt, qui est comme le prêtre. C'est le fun qu'ils appellent Padre, pareil. Fait que le Padre Delcourt a récupéré des corps de Canadiens qui sont morts d'un Panzerkampfwagen 6, aussi appelé Tigra, pour les ramener dans le camp des Canadiens. Fait que, je sais pas, là, aller récupérer des cadavres, c'est pas super le fun comme job. Oh. Et là, ils sont dans un beau petit véhicule de transport qu'on appelle une chenillette. Là. Et Léo Et la conduit... bobillette chère. Oh oui. Et Léo, le conducteur de la chenillette et le padré roulent sur une mine anti-char. Et tout le monde meurt sur le coup, sauf Léo. Je vous ai dit qu'il mourrait pas. Il est fait fort, notre Léo, et il est projeté dans les airs et il atterrit sur son dos. Et là, des médecins l'amènent à l'hôpital, qui est à 50 km, et ils arrêtent à tous les quarts d'heure pour lui injecter de la morphine, tellement c'est terrible à quel point il est blessé. Puis là, il y a un autre médecin, qui l'évalue puis qui lui dit « Ta guerre est finie, mon chum, là, tu vas retourner chez vous. Ton dos, il est fracturé à 3 endroits, t'as les 2 chevilles foulées puis 4 côtes de cassées. » Et là, cette fois-là, on entend bien le retourner en Angleterre, le mot canadien-français. Mais, après une semaine à l'hôpital de campagne, Léo Major décide de s'enfuir avec son dos cassé, puis ses 2 chevilles foulées, puis toutes ses affaires. Il hijack une Jeep qui passait par là, et il demande au conducteur de la Jeep de l'amener à Nimeg, qui est un... Ben là, va-t'en pas. Feel good about back to school with help from Whole Foods Market.
Thanks to their high standards, you can keep banned food ingredients like high fructose corn syrup out of lunchboxes all year. Check out Whole Foods Market unmatched selection of allergen-friendly options for all kinds of special diets. Find what you need without dairy, gluten, nuts, or whatever you're trying to avoid. Get back to school ready at Whole Foods Market, in-store and online. Audrey, va-t'en pas? J'imagine qu'elle va revenir un jour. À la régie, est-ce que je devrais continuer pour qu'on rentre dans le temps ou faire comme si elle était encore à côté de moi? Ou... Comment ça va, vous? Là, vous pouvez jaser, là. On me dit de continuer. Je vais vous parler à vous d'abord directement. Bonjour! OK, parfait. Alors, précédemment, dans l'histoire que je vous contais il y a 2 minutes, Léo s'est fait casser le dos, voilà. Et donc, il a hijacké une Jeep et il a demandé de se faire amener dans un village qui s'appelle Nimeg, ou de son nom néerlandais, Nijmegen. Je fais de mon mieux pour prononcer les mots, là, où habite la charmante famille des Slappenbeck que Léo a rencontré précédemment, où il s'était alors lié d'amitié avec Antoinette Slappenbeck, peut-être même plus que ça. Mais mettons que la mère d'Antoinette ait fait le saut en maudit en voyant Léo se pointer sur le pas de sa porte. Je sais pas si sa face était bien amochée aussi, mais quand t'as le dos cassé pis tout, c'est ça. Ça se peut que t'aies un œil au beurre noir ou quelque chose de même. Et... Alors, il est en convalescence là-bas, parce qu'il n'a pas le goût de retourner chez eux, pendant un long mois. Et un matin, il demande une scie, et il scie son plâtre, et il repart comme il était venu rejoindre son unité de combat, qui est désormais dans les forêts de la Rhénanie. Est-il tuable, Léo Major? Non, pas pantoute. Et puis, comme si ce n'était pas assez, on arrive au clou de l'histoire. Ce qui s'est passé dans la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. Ça, je vais dire beaucoup Zwolle, habituez-vous. Le 13 avril 1945, ce soir-là, qui est même pas 2 mois après qu'il s'est fait casser le dos, Léo et le régiment de la Chaudière approchent de la ville de Zwolle, qui est un petit bourg de 50 000 habitants, et la ville est comme un château fort nazi, avec une forte résistance nazie et de lourdes pertes alliées, du style 50 soldats canadiens par jour qui se font tuer à cet endroit-là depuis 2 mois. Fait que ça fait beaucoup. Et là, Léo Major et son bon chum Willy Arsenault, dont je vous parlais tantôt, ils se portent volontaires pour aller faire de la reconnaissance. Comme, calme-toi 2 minutes, prends un break, tu t'es fait casser le dos, voyons donc. Ils donnaient tout ce qu'il y avait, ce cher Léo. Et donc, Léo et Willy, comme 2 bons amis, s'en vont dans un buddy comedy pour aller voir ce qui se passe du côté des forces ennemies et apprendre la force et la position des méchants nazis. Ils quittent leur campement à la tombée de la nuit et se rendent à une ferme. Ils veulent parler à ses résidents, mais il y a personne qui parle néerlandais là-dedans. Fait que là, ils se comprennent pas, puis là, ils baragouinent, puis là, ils savent pas. Donc, ils finissent par trouver quelqu'un qui est capable de communiquer avec eux et qui leur explique que plus loin, là-bas, il y a plein de maudits nazis là-bas. Alors, Léo et Willy repartent là-bas parce qu'ils vont courir direct dans le feu, là, eux autres. C'est ça qu'ils veulent faire. Et bien vite, malheureusement, Willy se fait abattre par les nazis après avoir, par erreur, révélé leur position en tirant dans le ciel. Et c'est là que Léo entre en mode berserker. Son meilleur chum vient de se faire abattre. Il y a quelque chose qui se casse en lui. C'est le moment héroïque du film. Et là, il tue les 2 Allemands qui ont tué Willy. Et le reste du peloton allemand s'enfuit dans un véhicule, et Léo décide qu'il va continuer sa mission tout seul, motivé par son amour pour Willy, et peut-être son patriotisme, mais pas tant que ça, parce qu'il détestait apparemment tout le monde dans l'armée, à part comme les Canadiens français. Donc, pour le pauvre Willy, on va continuer cette mission. Sauf que ce sera plus une mission de reconnaissance, parce que en chemin, Willy et Léo étaient en train d'échafauder un plan. Ils voulaient, vider la ville des soldats allemands, en leur disant que, il y a un bombardement qui se prépare pour l'aube, et ils veulent que, justement, tout le monde puisse abandonner et partir avant que les Alliés tirent sur la ville. Fait qu'ils avaient déjà décidé, avant même d'arriver là-bas, qu'ils faisaient pas ça juste de la reconnaissance. Aux autres, ils allaient prendre plein de prisonniers et sauver les habitants de la ville. Fait que Léo continue son petit bonhomme de chemin et fait son entrée à Zwolle, et il spotte une voiture d'officier. Il y a personne autour, sauf le chauffeur de la voiture.
Donc, il va le prendre en otage, naturellement, et le forcer à le suivre dans un bar où l'officier dont c'était le char est en train de prendre un verre. Fait que là, Léo désarme l'officier et lui explique que on va bombarder la ville à 6 heures. C'est le temps de crisser votre camp, là. Et Léo laisse ensuite l'officier partir pour aller avertir son régiment et lui redonne même son gun. Je sais pas, à ce stade-là, il voulait peut-être plus vraiment survivre, on sait pas, là. Et ensuite commence la deuxième phase du plan élaboré par Willy, vider la ville des civils qui sont là-bas. Donc, il se promène dans la ville en tirant de la mitraillette dans les airs et en lançant des grenades dans les maisons vides pour faire croire que... Oh! Alors... J'avais pas grand-chose à perdre. Comment ça va? Mon sucre a eu peur de Léo Major. On dirait bien. Je m'excuse, partner. C'est correct. Donc, Léo, il est dans une ville en Hollande, là. T'as-tu compris ce qui se passe? Oh! C'est effrayant! Mais donc, il a décidé de convaincre tout le monde de quitter la ville avant qu'elle soit bombardée pour sauver les civils et prendre plein de prisonniers. Et donc, il fait ça en tirant du gun et en pitchant les mitraillettes de l'autre. Fait qu'il change le gun de main des fois. Pareil comme dans Border. Oui, exactement! Le jeu, pas le film! C'est sans doute l'inspiration pour le jeu, pas le film. Et donc, il se promène en pitchant des grenades partout et en tirant dans les airs pour faire croire qu'il n'y ait pas juste un seul esti de malade avec un eye patch, mais bien un peloton de l'armée au complet qui est en train de rentrer là. One Man Army. En espérant convaincre les nazis qu'ils sont sous attaque et qu'ils devraient se rendre. Et là, une dizaine de fois dans la nuit, il tombe sur des groupes de soldats nazis, 8, 10, 12 soldats, qui capitulent sur le champ. Et là, il est... toutes mes lights! Le Schuldigunzi! Alors, il va les raccompagner à toutes les fois à son régiment, puis ensuite revenir, recommencer à tirer du gun, spotter un autre groupe de nazis, les ramener à son régiment, puis il fait ça une dizaine de fois pendant la nuit, c'est le fun au bout, et il accompagne, il retourne à toutes les fois tout seul à ce volet, mais pourquoi personne d'autre s'est porté volontaire pour faire cette mission de fou avec lui, je ne sais pas, et il recommence à tirer partout, puis là, plusieurs fois dans la nuit, il est fatigué, fait que, il défonce des portes de maisons vides, et il fait un petit dodo. Et puis, une fois... Boucle d'or! C'est l'inspiration pour Boucle d'or! Aussi, c'est l'inspiration pour tellement de choses, cet homme! Je sais! Et puis, il y a aussi une fois dans la nuit où il tombe sur un quartier général de la Gestapo, qui était la police nazie. Et là-dedans, ben, il rentre, il tue 4 officiers supérieurs et il met le feu. Alors, les autres officiers se sauvent en courant. Et vers 4h30 du matin, la ville de Zwolle a été éclairée de tous les soldats allemands et n'a donc plus besoin d'être bombardée. C'est fini. Il n'y a plus d'Allemands en Allemagne. Non, il y a plus d'Allemands. Il y a cette petite mouche, par contre, qui a l'air de bien aimer. Bonjour, va-t'en. D'accord. Et donc... Léo, il a réussi à éclairer toute la ville, et là, il croise quelques membres de la résistance néerlandaise, et il essaie de leur expliquer qu'il a éclairé la ville de tous les nazis, et là, tout le monde est comme, je ne parle pas français et anglais. Alors, ils vont finir par aller chercher un interprète anglais qui est une charmante institutrice. Et là, Léo va expliquer à la charmante institutrice qu'il ne porte pas de culotte et qu'il vient de sauver la ville. Et donc, il lui demande à la gentille dame aussi d'aller annoncer ça à la radio. Et il demande aussi un char pour tourner à son unité. Puis ça fait beaucoup d'allers-retours qu'il fait. Puis il y en a plein son cash. Donc, il retourne à son unité et leur dit, on n'a plus besoin de bombarder la ville. Elle est belle comme ça, là. C'est joli. On n'a pas besoin de réorganiser l'espace plus que ça. Et tous les nazis, on les a déjà pris prisonniers. Et en retournant à son unité, les Canadiens le prennent pour un Allemand et lui tirent dessus. Alors, il monte sur le toit de son char pour leur montrer que c'est juste moi, le gars qui a un œil. Et il se fait débriefer sur les événements de la nuit. Et puis... Ok, mais là, Léo, assis-toi 2 minutes, là, puis raconte-nous ce qui s'est passé. Puis après ça, il retourne à Zwolle encore pour aller chercher le corps de Willy Arsenault. Oh. Oui. Et là, le gentil garçon de la ferme de tantôt, ta gueule. La ferme ta gueule du con des Hollandais, accepte de garder le corps de Willy jusqu'à ce que le régiment de la Chaudière puisse l'emporter et le shipper au Canada. Et c'est comme ça que Léo est devenu un héros pour les habitants de Zwolle.
Sans blague, tout le monde reconnaît immédiatement le craqué avec son eye patch. Il est assez reconnaissable, il n'y en a pas beaucoup avec des eye patch. Ah, est-ce le monsieur qui n'a pas de pulpit? Ah! C'est le monsieur qui n'a pas d'œil, mais beaucoup de grenades. Ah. Et donc, quand le régiment entre dans la ville, les gens se pitchent sur Léo et tout le monde lui fait faire du crowdsurfing et c'est un méga party. Et pour ses actions héroïques à ce vol, Léo se fait décerner pour la 2e fois la médaille, la Distinguished Conduct Medal. Il va avoir mal dans le cou, là. Et cette fois-ci, on s'arrange pour qu'il l'accepte parce que... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Fait que c'est pas le General Montgomery qui va aider. Et il est le seul soldat canadien à avoir reçu cette médaille à 2 reprises pendant la Deuxième Guerre mondiale, la gang. C'est tout un honneur. Et au mois d'août 1945, la guerre est finie. Hiroshima a explosé, ça n'a pas rapport, on n'en parle pas. Oppenheimer est arrivé, oui, c'est ça. On a vu le film, malheureusement. Mais donc, Léo peut retourner chez eux, après avoir vu le film de Oppenheimer, malheureusement. Et je retourne chez nous. C'est comme un dur retour au bercail, parce que, tu sais, dans l'armée, puis à ce moment-là, c'était le gars avec qui tout le monde avait le goût de jaser, et avec qui toutes les institutrices avaient probablement le goût d'aller faire d'autres affaires. Mais genre... C'est vrai que tu portes pas de bobette. Mais genre, quand il débarque à New York avec le bateau, tout le monde se sacre des Canadiens français. Fait que là, il retourne chez eux, il a maintenant 24 ans, et il est, pour de vrai, devenu un homme. C'est comme... Comme la toune de Moulin. Pareil. C'est exactement ça que j'allais dire. Exactement. Ça, c'est son coming of age. Maintenant, il est un adulte qui va faire ses impôts. Et il se trouve une job comme plombier et devient financièrement indépendant au lieu d'avoir à aller vivre chez son père qui lui crissait des taloches. Et il se réadapte à merveille, apparemment, à une vie après la guerre. Et puis là, en 1951, on a son happy ending qui commence, mais qui va comme avoir un bump dedans, mais après ça va recommencer. Mais donc, un de ses anciens compagnons d'armes, Marcel, lui présente sa sœur, Pauline. Oh. Et Léo trouve que Pauline est bien cute, mais Pauline est zéro impressionnée par le fait que c'est genre un héros de guerre, parce que il y en a un char et une barge, des jeunes hommes qui sont revenus d'Europe et qui disent qu'ils sont des héros de guerre. Fait que, mais moi, c'est vrai. Oui, mais c'est ça, justement. Léo fait un move pas mal intriguant. Il décide qu'il va juste pas parler à Pauline de ce qui s'est passé en Europe. Sérieux. On aime ça. Il était sombre, mystérieux. Et là, quand il commence à se fréquenter, Pauline, elle dit « C'est quoi ta médaille du Distinguished Conduct? Là, qu'est-ce que t'as fait pour avoir ça? » Puis il dit « Ah, ben ça, c'est normal, tout le monde en a eu, là. » Et Pauline sait bien que son frère Marcel, il en a pas eu. Il en a pas. Et Léo lui dit, il a probablement juste perdu, je sais pas. Il s'est levé en retard. Et là, au printemps 1952, son ancien lieutenant-colonel vient péter sa balloune de beaux films de comédie romantique qui venait de commencer, là, et il le contacte pour lui dire qu'il aimerait bien qu'il se joigne à un bataillon de vétérans hyper compétents pour aller péter des gueules en Corée pendant la guerre de Corée. Oh non! Et Léo accepte parce que c'est comme son best life, là, l'armée, fait que il passe 1 an là-bas, et là, quand il revient, il épouse Pauline, et là, ils ont 4 enfants. Et là, dans sa famille, personne n'est au courant de ses hauts faits d'armes, pour vrai, pendant 15 ans de temps. Fait qu'en 1968, il y a une gang d'Hollandais de ce volet qui finit par le retracer puis qui viennent le chercher à Montréal. Ils ont amené la pyrotechnie pour le célébrer avec eux. Oui, exactement. Ils ont amené la statue avec eux. Ils ont amené l'affaire qui font ça, là. Voilà. Puis là, ils sont donc là-bas. Puis là, il y a Léo puis sa femme puis ses 4 enfants. Puis ils sont comme... OK. Et là, les Hollandais lui disent qu'il est invité aux célébrations du 25e anniversaire de la libération de la ville. Yeah! Puis là, Pauline, elle demande au dos pourquoi il est invité exactement. Et il demande est-ce que c'est parce qu'il est un des libérateurs de la ville? Puis là, c'est parce qu'il est particulièrement beau en sabot de bois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Puis là, le monsieur, il la regarde comme mon Dieu, madame, mais c'est ton mari. Que t'a-t-il caché d'autre? Et il lui dit 2, 3 maîtresses. Madame, ce n'est pas un des libérateurs, c'est le seul libérateur de la ville! Alors, Léo et Pauline, c'est Top G libérateur. Léo et Pauline se rendent à ce volet en 1970, puis plusieurs fois par la suite, pour assister à différentes commémorations. Il est toujours accueilli un héros, Léo Eyepatch.
Et éventuellement, la ville de Zwolle lui dédie un parc et il reçoit le titre de citoyen honorable en 1995, donc 50 ans après la fin de la guerre. Et alors, il est invité à allumer le feu de la paix, qui est un grand honneur, à la hauteur de l'amour qu'on éprouve pour Léo dans cette ville. Et aujourd'hui encore, la légende de Léo Major est enseignée dans certaines écoles aux Pays-Bas. Quand cette figure canadienne-française a frappé l'imaginaire et marqué l'histoire de cette région du monde, dans le bon sens, dans le meilleur des sens. Et Léo Major, il est décédé, parce que sinon il sera vieux comme le monde. J'espère que ça vous surprend pas trop, mais donc il est décédé en 2008 au terme d'une vie longue et bien remplie, et j'espère qu'il a arrêté de mentir à sa femme puis qu'il a compté toutes les autres affaires qu'il cachait un jour. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Léo Major. Merci, partner, pour ces hauts faits d'armes. Je suis étonnée qu'il mentait autant. Il me semble qu'un gars qui porte pas de bobette, c'est pas mal transparent comme. Écoute, là, je sais que j'ai étiré la patente en allant vomir en arrière. Là, c'est correct. Mais ça arrive aux meilleurs d'entre nous, comme Larry What's His Face au début de l'histoire, là. C'est ça, j'ai vu les gens arriver, puis j'étais comme, des Allemands. C'est correct, Audrey, on a une mitraillette. Mais ça va bien aller, mon chum. Est-ce que j'ai la permission du Festipod de faire le petit cadeau que je vous avais préparé? Oui, s'il vous plaît. Yeah. Donc, en plus d'être podcasteuse et goûteuse de café à capable de l'arrêter, je m'excuse. OK, voilà. OK. En plus d'être podcasteuse et goûteuse de café, je suis aussi Jojo Savard, astrologue à mes heures. Alors, là, parce que présentement, il y a la rentrée télévisuelle. Ça irait mieux si mon texte était dans le bon sens. La rentrée télévisuelle qui s'en vient. Puis là, je me suis dit que j'allais faire l'horoscope de tout le monde dans la salle. Et j'allais déterminer la série que vous devez regarder cet automne en fonction de votre signe. Puis là, c'est très scientifique, OK, parce que j'ai un toupette. Fait que moi, l'astrologie, je connais ça. Et des fois, t'as même des lunettes. Ça m'arrive. Voilà, ça fait plus sérieux. Voilà. Là, tout d'abord, on va faire un petit horizon des astres. Sachez que cette semaine, il y a quelque chose de particulier qui se passe, et c'est que les astres n'ont pas bougé par rapport à la semaine dernière, ce qui est un peu rare. Les astres sont encore en même position, donc Mercure fait son nœud dans Vierge, et la Balance a enlevé sa brassière et reste en Vénus. Donc, cette semaine, ça va être une semaine un peu de confusion, où on n'avancera pas beaucoup, on sera pas nécessairement là où on veut, on va avoir de la misère à atteindre nos buts, on va être un peu confus et frustrés, bref, un peu comme Sébastien Delorme. Alors, là-dessus, signe par signe, nous allons commencer par nos chers béliers. Et si ma sœur est là, ça veut dire que mon bélier préféré est dans la salle, et Raphaëla aussi, t'es dans la salle, t'es aussi mon bélier préféré. Vous êtes tous mes béliers préférés. Alors sachez que cette semaine, vous allez vous épanouir. Vous êtes des personnes très positives. Alors pour cette raison, vous allez regarder la série Marco Lachance, une série qui a vraiment besoin de positif présentement, qui a besoin de quelqu'un qui va aller au bat puis dire « Ouais, c'était pas si... » Les taureaux, mes chers taureaux, vous, cette semaine, vous faites preuve d'ouverture. Vos émotions vont vraiment sortir et vous allez vous sentir très libre de dire à votre partenaire qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est que Anne-Élisabeth Bossé vous marche dessus avec ses talons hauts en répétant son texte de Indéfendable. On respecte tous les kinks. C'est très correct. Les Gémeaux. Les Gémeaux, votre vie, elle a été un petit peu mouvementée, puis vous avez besoin de retrouver un petit peu de confort. Comme quand on porte un string en canicule, puis il faut comme se rééquilibrer le pH, là. Donc, vous avez besoin de confort, vous avez besoin de revenir en terrain connu. Donc, vous allez regarder la nouvelle saison d'Occupation Double, qui est de retour en ondes pour finir d'éliminer toutes les cellules qui nous restent en tant que société. Mes chers cancers, mes bienveillants cancers, vous, contrairement à Christian Bégin, on n'arrête pas de vous découvrir des talents. Donc, pour ça, vous allez vous inscrire à la série « Quel talent ?» pour vous faire juger par des célébrités passées date, dans un concept un petit peu passé date, mais montrez-les vos talents.
Les lions, mes chers lions, les girl boss du zodiaque, préparez-vous à faire claquer vos ongles en acrylique parce que Amazon Prime a la série pour vous. Non, c'est quoi? Elisabeth Rioux sans filtre. Enfin Je refuse! une série qui va vous montrer comment dealer avec des situations vraiment difficiles comme sortir avec quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu fais quand ta bouteille de shampoing est vraiment laide? La série parfaite pour faire un bruit de fond pendant que vous scrollez sur votre téléphone. Vierge, bonne fête! C'est votre saison, les vierges. Alors, vous, là, vous me tapez ses nerfs en tabarnak. Vous êtes comme trop positif, vous avez trop confiance en vous. Nous autres, on essaie de rentrer dans le spooky vibe de l'Halloween, puis vous êtes comme « Yo, cochon! » Alors, pour cette raison, je vous punis et vous allez regarder Les Armes, une série qui a l'air aussi agréable que jaser politique avec quelqu'un qui conduit un Ford F-150. Je suis insultée pour Babine, là. Alors, balance, mes chers, balance. Vous, là, votre confiance en vous a de la misère à se placer. Vous avez parti fort, mais là, ça s'en va un petit peu par là. Vous avez besoin de voir plus pathétique que vous. Pour cette raison, vous allez regarder Le Chanteur masqué. Parce que votre vie, elle va peut-être pas bien, mais vous n'êtes pas en train de chanter Soirée de filles en twerkant dans un costume de chat steampunk. C'est pas si... Les scorpions! Ça prend un solo de guitare quand on parle des scorpions. Genre. Écoutez, les C'est tout ce que scorpions... j'avais comme autre tune, là, à part celle de tantôt. Les scorpions, je passerai pas par 4 chemins la semaine prochaine. Vous allez avoir la libido dans le tapis. Votre productivité va être un peu moyenne puisque vous avez trop envie de vous asseoir sur une sécheuse. Alors, vous allez vous asseoir sur la sécheuse avec un écran et vous allez regarder Danse, la nouvelle série de Sarah Maud Beauchesne sur la danse. Je m'en doutais pas! Ouais, je sais, c'est tellement un bon titre! C'est tellement surprenant! Alors, quoi de mieux que des corps en sueur qui cherchent à atteindre leurs objectifs? Puis ça, c'est juste vous qui cherchez la télécommande entre les craques du divan. Sagittaire, bonjour. Nous, oui, c'est ça, moi. Les Sagittaires, nous, on n'écoute pas ça des ordres. On écoute juste la personne la plus compétente de la pièce, puis c'est nous autres. Fait que, vu qu'on a besoin d'un rebelle dans l'âme, on va regarder la série, puis la série que toi tu refuses, So Long Marianne, sur Léonard Cohen. Non. Parce que il y a Non. la belle face à Éric Bruno, puis on va réaliser notre rêve, plugué dans toutes nos conversations qu'on a Songs of Love and Hate en vinyle. Les Capricornes! Tu joues avec mon dernier nerf, là! Les Capricornes, une chance que vous êtes ambidextre parce que vous aimez ça distribuer les claques qui se perdent. Vous êtes un leader. Vous avez besoin d'une série qui a été écrite par un leader. Quelqu'un qui écoute pas les critiques, qui s'en calisse et qui va continuer d'écrire des personnages de femmes qui se différencient juste par leur couleur de cheveux. C'est Dumas. Vous allez regarder Dumas, une série de monsieur qui se chicanent dans des bureaux en vitre écrite par Luc Dionne. Yeah! C'est moi le boss! Strict 31! OK. Les Verseaux, vous, là, vous avez comme grandi de l'intérieur, comme si vous aviez sniffé une ligne d'engrais. Maintenant que vous êtes plein de maturité émotionnelle, vous allez regarder des gens tomber amoureux dans la nouvelle télé-réalité Mon père, ta mère, où Nathalie Simard essaye de matcher nos parents. La Pour série quelle raison? parfaite pour regarder ta date dans les yeux et lui dire « Fais-moi un enfant ». Oh! La romance, toi. Et les derniers, non les moindres, les poissons. Les poussons. Ceux que j'ai jamais oubliés en écrivant des horoscopes. Donc, les poissons, vous êtes motivés en tabarnak. Vous, là, vous arrivez au bureau, vous travaillez dur, vous êtes hydratés, vous avez des aventures dans le placard à balai. Vous êtes Emmanuel Saint-Cyr. Votre transformation, elle est complétée. Enfourchez votre vélo stationnaire, mettez vos New Balance, on s'en va à Saint-Vincent pour une 3e saison de Stat. Tout le monde ensemble, 50 cc de bolus dans le péteur. Stat! C'était votre horoscope télévisuel. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci!